Voilà, bah écoutez, je pense quand même que je veux que Madame Vétivel se connecte. Ou se connecter. Alors, participants 25 pour l'instant. Bon, on hésite à commencer pour éviter de manquer le propos introductif et surtout le calage de la réunion, donc que tout le monde soit bien sur les mêmes longueurs d'onde. Ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend bien. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Corinne Charaskiewicz, responsable UTPS au Bourdin-la-Bassée. Bienvenue. Bonjour, Alain Boss, maire de Vahani. Bonjour, c'est le maire. Voilà, bon, je pense que nous pouvons quand même commencer. D'abord, je veux vous remercier. Je suis donc Marc Godefroy, le président de la mission locale. Je le suis en tant qu'élu du territoire, président du syndicat intercommunal pour l'insertion et l'emploi du Sud-Est Métropole, mais à ce titre, président de la mission locale du Métropole Sud, j'allais dire du PVL Métropole-Carambeau, mais non, c'est cette mission locale qui était Métropole Sud et qui maintenant couvre le territoire des WEP. Et c'est une mission locale Métropole Sud, accompagnée de Barbara Léniel qui dirige cette mission locale et de Roland Famin qui dirige la maison de l'emploi et le SIAM de notre territoire. Et donc, je viens vous remercier d'être présents si nombreux. Vous êtes à la fois des élus, alors je pense qu'on ne va pas faire un tour de table parce que ce serait un peu long, hein, mais si j'ai bien compris, vous êtes à la fois des élus du territoire. Je salue en particulier Laurent Gailloux qui participe au bureau de la mission locale, mais aussi donc mesdames et messieurs les maires présents. Je vois Alain Boss, je ne vois pas tout le monde, je suis vraiment désolé. Je crois que Denise Ducroux sera venue pour la ville de Vandeville. Bon, donc il y a un certain nombre de maires et d'élus des communes. Il y a un certain nombre de responsables associatifs qui représentent ou un centre social ou une association d'intervention locale, un certain nombre de représentants du département que j'ai vus et donc que je salue, un certain nombre de représentants de collègues du service public de l'emploi, je salue en particulier Mme Vétivel de Pôle emploi. Et probablement j'oublie dans cette liste tous ceux qui sont venus. Je pense qu'il y a des personnes aussi de la Chambre des métiers, des personnes des orphelins apprentis d'Auteuil, bref, un panel assez vaste de partenaires et d'intervenants auprès des jeunes et dans notre territoire. Donc vraiment, je voudrais vous remercier de votre présence. L'objet de cette réunion, c'est d'abord de faire le point de ce qui est aujourd'hui connu de cette nouvelle mesure qu'est le contrat d'engagement jeune. Il est clair que… pardon, il me semblait que quelqu'un prenait la parole. Ce contrat d'engagement jeune est donc une nouvelle mesure qui devrait démarrer au 1er mars prochain et qui va vous être présentée dans le cadre du plan Un jeune, une solution, du plan gouvernemental à une solution, et qui vient pour partie compléter, pour partie se substituer à des mesures qui existaient déjà autour de l'insertion des jeunes.
il vient en particulier se substituer, semble-t-il, à ce qu'était la garantie jeune, hein, qui a été un outil quand même extrêmement positif et intéressant d'accompagnement de jeunes, notamment les plus en difficulté. Et il vient donc élargir la cible, compléter les engagements et ressembler peu ou prou quand même à la garantie jeune, en ce sens qu'il s'agit d'associer un engagement du jeune et une contrepartie financière dont le jeune peut disposer de façon stable et durable dans la durée de son engagement. Donc, il s'agit de faire d'abord le point sur cette mesure, ce qu'on en connaît aujourd'hui et ce qu'on n'en connaît pas encore, et puis de faire le point par ailleurs, si vous en êtes d'accord, sur la nécessité de se coordonner au plan du territoire pour que cette mesure bénéficie le mieux possible à tous les jeunes de notre territoire et que nous puissions installer une forme de coopération, de coordination de nos actions respectives de façon à ce qu'elles convergent dans l'intérêt du public que nous. Voilà, donc c'est le double enjeu de cette réunion, savoir où on en est de la mesure, savoir comment on peut favoriser l'organisation du territoire autour de cette mesure. Je salue l'arrivée, je crois, de Pierre Béharel, maire d'Aubourdin et vice-président également de la mission locale. Je vous invite donc à découvrir d'abord une petite présentation qui a été faite. Je vous propose de le faire à deux voix avec Barbara Léniel. Vous êtes d'accord, Barbara, hein? Oui, oui, bien sûr. Et de faire le point. Sur ce propos introductif, est-ce qu'il y a éventuellement une question ou quelque chose que vous souhaiteriez dire avant que nous démarrions la réunion? Et sinon, nous la démarrons. Bien entendu, vous interrompez. Bon, le problème de ces réunions en visio, c'est qu'évidemment, on a un petit peu plus de mal à percevoir les réactions des uns et des autres et les demandes éventuelles de parole. N'hésitez pas, bon, d'une part, à couper vos micros pour faciliter l'écoute, mais d'autre part aussi à utiliser le petit bouton réaction lever la main, hein, qui fait qu'on voit à ce moment-là que vous apparaissez sur l'écran et que vous demandez la parole. C'est la meilleure façon de prendre la parole de façon efficace. Il y a également évidemment la discussion en ligne qui est possible, hein, par écrit, si vous avez des remarques ou des questions à poser que vous ne souhaitez pas poser oralement, mais que vous souhaitez poser par écrit. Je pense que quelqu'un, Barbara, suivra cette conversation et nous vous répondrons bien sûr à vos questions. Il y a des réponses. Voilà, donc simplement je prends cette première slide comme un commentaire. Vous voyez bien que ce dispositif contrat d'engagement jeune concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Un petit carré s'affiche, il n'y a rien dedans, je ne sais pas ce que c'est. 5 ans que il repose sur un double procédé, d'une part de l'engagement du jeune en haut à gauche sur un certain nombre de présences et d'activités, d'autre part à droite d'une allocation dont on va voir quel est le montant, et ce pour une durée de 6 mois ou plus. Voilà, c'est l'état de l'art au 1er février 2022. Puisque ce programme va évoluer au fur et à mesure que les nouvelles informations arriveront dans le courant des semaines qui viennent. Mais pour l'instant, nous vous présentons ce qui est disponible au 1er février 2022. Donc, on peut y aller, Barbara? Oui. Je vous laisse intervenir et je vous interromps de temps en temps. Voilà, donc le contrat d'engagement jeune est un des dispositifs mis en place dans le cadre du plan Un jeune, une solution.
L'objectif, c'est de proposer un accompagnement intensif avec un objectif d'entrée dans l'emploi, différent de celui de la garantie jeune qu'on pouvait connaître. Attends, Régine, si tu peux rester sur l'autre slide. Aujourd'hui, les deux principaux partenaires qui vont être prescripteurs et accompagnateurs de ce contrat d'engagement, c'est Pôle emploi et le réseau des missions locales. Il y aura, vous verrez après, certainement d'autres opérateurs, mais à ce jour et au 1er mars, Mission locale et Pôle emploi sont les deux structures du service public de l'emploi qui mettront en place le contrat d'engagement jeune. Donc, on reconnaît ce droit à l'accompagnement pour tous les jeunes à travers, en mission locale, le PACEA. Au niveau de Pôle emploi, il y a la IJ et le contrat d'engagement qui sera mis en œuvre à partir du 1er mars. Et ce sera la fin de la garantie jeune. À partir du 1er mars, on ne parlera plus de garantie jeune. Bon, il reste encore des incertitudes, à savoir les jeunes qui sont garantis jeunes actuellement, ce qu'ils deviendront, s'ils passeront sur le contrat d'engagement ou si on poursuivra la garantie jeune. Mais en tout cas, à partir du 1er mars, PACEA, contrat d'engagement, et pour Pôle emploi, AIJ. Accompagnement intensif de jeunes. Précise, pardon, Barbara, je vous interromps Oui. une seconde, si on peut revenir à la slide, sachant que ce droit à l'accompagnement est vraiment un enjeu important de la décennie, si j'ose dire, parce que on voit bien que le fonctionnement du marché du travail, l'entrée dans la vie active pour les jeunes est un passage difficile. On voit bien qu'ils sont beaucoup plus impactés par le chômage que ne l'est la moyenne de la population. Donc une mobilisation judicieuse autour de la jeunesse. Et ce droit à l'accompagnement est un droit qui a surtout été matérialisé par le PACEA. Alors encore une fois, c'est un sigle. PACEA, ça veut dire parcours d'accompagnement. Barbara, aidez-moi. Contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Vers l'emploi et l'autonomie, voilà. Et c'est un droit, et il faut le considérer comme tel, instauré par la loi, et qui permet à un jeune d'être garanti de n'être pas seul devant l'adversité et devant la difficulté du parcours d'entrée dans la vie active, d'entrée dans la vie adulte et d'entrée dans la vie professionnelle. Donc, ce droit à l'accompagnement, il prend aujourd'hui, à travers le contrat d'engagement, un aspect supplémentaire qui s'associe à une allocation et qui, encore une fois, transforme un peu la garantie jeune. On va voir dans quelle modalité. Allez-y, pardon, Barbara. Oui. Alors, donc la cible, ce sont les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les jeunes en situation de handicap, donc qui ne sont ni étudiants, qui ne suivent pas de formation. Mais là, ce qui devient la nouveauté, ça s'adresse aussi à des jeunes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable. Donc, ça peut être des jeunes, tu peux passer, voilà, dont la nature du contrat est très précaire. Donc, on peut être sur des contrats en fonction aussi de la quantité de travail, donc sur, disons, quelques heures de travail par semaine. Ça peut être de l'intérim, ça peut être des tout petits CDD. Donc, ça s'est élargi par rapport à ce qu'on pouvait connaître auparavant. Ensuite, comme l'annonçait Marc, la mise en place du contrat d'engagement jeune nécessite vraiment un projet sur le territoire pour coordonner, puisque au niveau du service public de l'emploi, Pôle emploi et les missions locales vont mettre en œuvre ce contrat d'engagement jeune, mais vont pouvoir, il y a des opérateurs publics ou privés qui interviendront certainement à un moment donné. Alors ça, c'est encore en cours de négociation au niveau national, mais on a aussi nos partenaires habituels qui vont être très impliqués aussi dans la mise en œuvre du CEJ, parce qu'on va faire appel à leur offre de services, à l'E2C, l'EPID, l'AFPA, la Chambre des métiers, tous nos partenaires. Précisez un peu, Barbara, s'il vous plaît, précisez quand même les sigles, parce que je pense que nous... Alors, E2C, École de la seconde chance,
et puis d'établissements publics, IDE, je ne sais plus, mais en tout cas, ce sont des établissements qui reçoivent des jeunes en internat et qui proposent un accompagnement, je pense, d'une année, mais qui est particulier parce qu'au démarrage, c'était la réunion à la fois de l'armée, de l'éducation nationale et de l'insertion professionnelle. Donc, les jeunes ont un uniforme, se lèvent tôt le matin, il y a le lever du drapeau, enfin bon, il y a des valeurs citoyennes qui travaillent beaucoup sur la citoyenneté, les valeurs républicaines, et ils ont tout un parcours d'insertion professionnelle, mais en internat. L'AFPA, c'est un organisme de formation que vous connaissez peut-être tous, mais sur lesquels on s'appuie notamment pour les promotions 16-18 pour les jeunes mineurs décrocheurs dans le cadre de l'obligation de formation. La Chambre des métiers et de l'artisanat, avec laquelle on travaille beaucoup sur les prépas apprentissages et sur bien sûr l'apprentissage. Tous nos partenaires santé, nos partenaires du handicap, les partenaires de la mobilité avec lesquels on travaille de manière très rapprochée, les clubs de prévention, les centres sociaux, les UTPS, les maisons de jeunes, et j'oublie peut-être d'autres partenaires. Et puis les opérateurs qui sont susceptibles peut-être de répondre à l'appel à projet, la mise en œuvre du CEJ, des organismes de placement, des organismes de formation, des organismes d'accompagnement, demandeurs d'emploi, autres que Pôle emploi et missions locales. Et peut-être que parmi nos partenaires habituels, certains répondront à l'appel à projet. Ça, à aujourd'hui, nous n'avons pas les informations. D'où la nécessité de se coordonner. L'idée est de ne pas être en concurrence, comme on a pu l'être au moment de la mise en œuvre de l'IEJ, qui était des financements européens qui nous permettaient de monter des projets. Et là, on a eu une multitude d'opérateurs en concurrence. Donc là, on préfère prévenir. Voilà. Se retrouver dans la situation d'il y a, je ne sais pas, 3-4 ans. Permettez-moi d'insister, Barbara, là, depuis notre responsabilité d'élus des territoires, de considérer qu'il y a vraiment nécessité, dans un système qui est complexe, vous voyez bien tous ces partenaires possibles, pour éviter que les jeunes ne se trouvent j'allais dire, ballotté d'une mesure à l'autre, qu'il y ait un dispositif de coordination de cette offre et un dispositif où les acteurs se parlent de la façon dont ils travaillent avec les jeunes et de la façon dont les jeunes sont en parcours et comment ils peuvent articuler leurs ressources pour faire en sorte que le parcours pour le jeune soit sans couture, soit transparent et compréhensible par lui. Et c'est un peu ce qui a conduit à la création en son temps des missions locales, qui était d'essayer de mettre en visibilité et en coordination tous les acteurs possibles de l'insertion des jeunes. Donc ce projet pour le territoire, c'est vraiment ce que nous souhaitons vous proposer aujourd'hui, de nous mettre en escadrille, si j'ose dire, c'est-à-dire de savoir nous mettre en coopération pour répondre de façon coordonnée aux besoins de l'ensemble des jeunes qui sont sur le territoire. Alors, comme on vous l'a dit, dès le 1er mars 2022, la durée du programme pour un jeune, c'est 6 mois, c'est renouvelable 6 mois en fonction d'un certain nombre de conditions, si ça semble nécessaire, selon l'appréciation du conseiller, si le jeune a besoin d'un accompagnement un peu plus long. Dans certaines circonstances, on pourrait aller jusqu'à 18 mois. Si un jeune est en formation, qu'il a besoin qu'on prolonge son contrat d'engagement, on pourra le faire. Donc le cadre de l'accompagnement, c'est un conseiller dédié, un diagnostic à l'entrée et 15 à 20 heures par semaine d'accompagnement, alors
qui se déclinent de différentes manières. C'est bien sûr, c'est des entretiens individuels, des collectifs, mais ça peut être aussi des périodes de stage en entreprise, des périodes de formation, des périodes passées chez nos partenaires, comme le DEC, les PI, la Chambre des métiers. Ça peut être aussi des démarches en autonomie du jeune qui peuvent être prises en compte dans ces 15 à 20 heures. L'accompagnement est intensif, donc individuel et collectif, comme je vous le disais. Donc, c'est vrai qu'en mission locale, on a déjà développé dans le cadre de la garantie jeune ce type d'accompagnement. Il va s'intensifier en nombre d'heures, mais en tout cas, on a déjà les collectifs qui existent et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc, comme je vous le disais, avec des périodes de mise en situation professionnelle, des stages, des formations, des actions spécifiques, par exemple, ça peut être sur la santé, la mobilité, sur tout ce qui est frein périphérique, en nous appuyant sur nos partenaires. Le jeune ne sera pas forcément tout le temps en mission locale, et ce n'est pas l'objectif, bien au contraire. Donc, c'est pour ça qu'on veut renforcer le partenariat avec nos partenaires avec lesquels on travaille déjà, un accompagnement social et professionnel et des actions, comme je vous le disais, portées par les partenaires. Je crois qu'il faut insister là sur l'esprit du CEJ. C'est bien un contrat d'engagement pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on va voir, il y a une allocation, mais le gouvernement insiste beaucoup sur l'engagement que les jeunes prennent sur au moins 15 à 20 heures par semaine, de mener des activités, des mobilisations actives pour leur entrée dans la vie professionnelle. Alors, c'est différent d'un stage de formation. Un stage, on sait qu'on peut rentrer en formation et on est 35 heures par semaine en formation. Là, il s'agit d'un dispositif très individualisé puisque tous les jeunes qui sont dans un groupe d'engagement jeunes ne font pas la même chose. Ils peuvent l'un aller faire une découverte en entreprise pendant que l'autre fait une formation complémentaire qui lui a été utile, pendant que l'autre fait des démarches pour trouver un emploi. Donc, il y a vraiment une grande souplesse d'organisation des activités dont il est question, mais il y a un engagement de 15 à 20 heures par semaine. Ok, et alors ce qui est annoncé aussi, mais on ne connaît pas le cadre pour le moment, c'est que pour les jeunes en rupture, donc en plus grande difficulté, serait mis en place un co-accompagnement avec des structures sociales. Et là, on s'appuierait sur d'autres opérateurs, publics ou privés. Mais là, on n'a pas plus d'informations à vous donner parce que c'est en discussion aussi au niveau national. Et on n'a aucune information, si ce n'est ce qu'on a pu lire dans le décret et dans les différents articles de presse et documents qui circulent, et notamment ce qui nous est envoyé par l'UNML. L'UNML, Union nationale des missions locales. Alors là aussi, le jeune a des engagements. Donc on lui demande d'être assidu, de participer activement à la fois dans le cadre des entretiens individuels, dans les collectifs et puis aussi dans les démarches autonomes qu'il va pouvoir faire et aussi dans l'acceptation de ce qu'on va pouvoir lui proposer et d'être sincère et exact sur les informations qu'il va nous communiquer. Donc ça, c'est nouveau parce que c'est vrai que c'était pas forcément écrit noir sur blanc, mais peut-être que je me trompe, Régine, sur la garantie jeune. Ça apparaissait quand même dans les cercles signés. D'accord. Mais donc là, c'est encore plus affiché, on va dire. Voilà, donc il y a un soutien financier. Pour les moins de 18 ans, une allocation de 200 € si le jeune est rattaché à un foyer fiscal non imposable ou s'il est rattaché à un foyer relevant de la première tranche. C'est encore en cours de discussion. Donc, on vous a mis un petit tampon là à chaque fois que les choses n'étaient pas complètement arrêtées. Pour les plus de 18 ans, on est sur une allocation de 500 €. Donc, si détaché fiscalement ou rattaché à un foyer fiscal non imposable, et 300 € si rattaché à un foyer fiscal la première tranche. Je ne sais pas s'il y a des grandes différences avec la garantie jeune, Régine. Pour les plus de 18 ans, non. Pour les moins de 18 ans, oui, puisqu'actuellement, pour la garantie jeune, c'est la même indemnité, quel que soit l'âge. Et après, il y avait des différences en fonction des activités qu'on verra après, qui sont faites là aussi, en fonction des activités que pouvait avoir le jeune. Voilà. Et d'ailleurs, l'Union nationale des missions locales plaide pour que l'indemnité à moins de 18 ans reste également à 500 €, parce que souvent les gens qui sont en rupture à cet âge-là sont aussi
dans des conditions d'autonomie délicates. Bon, voilà. Donc, c'était plutôt une revendication. Pour l'instant, la discussion est en cours. Alors, donc, cette allocation, évidemment, il y a certaines conditions. Donc, il y a des déductions de certains revenus. Alors, tout n'est pas forcément validé. Donc, on vous enverra évidemment les informations quand tout sera stabilisé. Mais donc, déduction de certains revenus, l'ARE, indemnité stagiaire de la formation professionnelle, aussi de l'E2C, hein, puisqu'il touche une indemnité en tant que stagiaire. Cumul dans la limite de 300 € avec certains revenus, le revenu d'activité, congé maternité, rémunération en ESAT et revenus non cumulables, le RSA, la prime d'activité, le service civique, l'EPID, SIAE et les CUI. Alors, bon, il y a beaucoup de sigles. EPID, on vous l'a expliqué, RSA, je pense que tout le monde connaît, SIAE. C'est l'insertion par l'activité économique. Insertion par l'activité économique. Et CUI, c'est les contrats aidés, contrats uniques d'insertion, où on retrouve les PEC et les CIE, contrats d'initiative emploi, pour le secteur privé. Donc là, il y a quand même le gros changement par rapport à la garantie jeune. Enfin, je vous coupe. Oui, allez-y, Régine. Je disais que là, il y a quand même de gros changements par rapport à ce qui se passait actuellement avec la garantie jeune. Puisque un jeune qui était en garantie jeune actuellement, qui rentrait en formation, donc les indemnités de stagiaire étaient cumulables, enfin c'était dégressif, c'était pas déduit. Pareil je vois là le revenu d'activité cumule jusque 300 €. Là, actuellement, un jeune en garantie jeune qui prend un emploi, son allocation va être dégressive aussi à partir de 300 €, mais ça va aller jusque 80% du SMIC, il va avoir un maintien d'une petite allocation garantie jeune, 80% du SMIC brut. Et là, je pense que ça va être nettement moins. D'accord. Et quand on dit cumul dans la limite de 300 € avec certains revenus, c'est dans la limite de 300 € au total ou 300 € en plus des revenus d'activité de congé maternité? Cumul dans la limite de 300 € de certains revenus. Je ne sais pas. On ne sait pas. D'accord. Non, mais là, je vous avouerai qu'on n'a pas eu de commentaires encore et d'échanges là-dessus. Donc, on a repris ça dans les textes. Et là, on ne sait pas. Non, mais ça montre qu'il y a encore des... Il y a un webinaire la semaine prochaine avec la ministre, où je suppose qu'on va avoir des précisions. Et toutes ces questions-là sont remontées au niveau de l'UNML et à la DEFP et auprès de la ministre pour qu'on puisse avoir des compléments d'information. Moi, je pense que quand même que ça serait en plus des 300 €. En plus des revenus d'activité ou de congé maternité. Et alors, actuellement, il y avait ce cumul qui était possible aussi pour les ARE, pour les indemnités de stage. Là, apparemment, c'est carrément… à partir du moment où, par exemple, un jeune rentre en stage pendant son parcours SEJ, donc il va être une indemnité de stagiaire de 500 €, et ça va s'arrêter là, puisque c'est déductible, ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas de complément avec le fait qu'il soit dans le contrat d'engagement. D'accord. Alors, actuellement, il y avait un complément avec la garantie jeune. Ok. Bon, ça, ce sont donc des données nouvelles. Vous savez, ce procédé a été engagé dès le mois de juillet 2000. Enfin, les intentions ont été annoncées dès le mois de juillet 2021 par le président de la République, mais la mise en œuvre s'est heurtée à beaucoup de discussions, notamment budgétaires, qui font que la mise en place est réellement assez lente, mais elle démarrera le 1er mars. Évidemment, c'est une date assez fatidique, assez stratégique. Oui. Il y a M. Bay qui a levé la main. Oui, juste sur le sujet des cumuls, j'ai pas mal de jeunes qui ont profité de la garantie jeune et du cumul du contrat d'apprentissage. Donc là, j'imagine que ce cumul ne sera plus possible. Ouais.
Ça a été aussi pour beaucoup de jeunes un élément moteur pour pouvoir atteindre plus de 1 000 €. Donc, voilà. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Oui. C'est pour ça, parce que, par exemple, les jeunes qui sont en garantie jeune actuellement, si on nous demande de les basculer dans le contrat d'engagement jeune, ça va être moins avantageux. Pour eux, ils vont perdre certains droits. Donc, ça pose beaucoup de questions. Le discours des conseillers actuellement pour les jeunes qui sont en garantie jeune, c'est de dire que ce sera maintenu jusqu'à l'épuisement. J'espère que les informations seront justes. Oui, mais on espère aussi. Alors après, en mission locale, on aura 2 dispositifs à gérer, mais pour le jeune, vraiment, ça serait plus intéressant de rester dans la garantie jeune. Donc, concernant les modalités d'attribution, Pôle emploi versera directement cette allocation, et pour les missions locales, nous passons par l'ASP. Donc ça, voilà, c'est un sujet un peu moins souple pour nous, les missions locales. Mais donc les conditions d'attribution de l'allocation, le jeune devra remettre les pièces administratives dans les 3 mois. Parfois, on court après certains jeunes pour avoir des pièces administratives. Et la suppression de l'allocation, alors voir de l'ARE, donc ça nous a étonnés. Donc c'est vraiment à voir si ce sera confirmé, si le jeune ne remplit pas ses engagements. Donc, ça va se faire par étapes. Il y aura en cas de premier manquement, il y aura une réduction d'1 quart de l'allocation sur le mois considéré, voire de l'ARE. Donc, tout ça au conditionnel, parce que là où on a eu l'information, on n'a pas vu ça, en tout cas dans le décret, je ne crois pas, Régine. En cas de second manquement, suppression totale de l'allocation, voire de l'ARE sur le mois considéré. Et au 3e manquement, suppression totale de l'allocation et du CEJ, et voire suppression totale de l'ARE durant 4 mois. Donc, je ne sais pas si, Régine, tu as des compléments à faire. Non. Voilà. En soulignant peut-être que cette présentation montre qu'il y a dans le contrat d'engagement jeune une posture globale qui est quand même d'avoir des doutes sur la réalité de l'engagement des jeunes. Il y a, par rapport à ce qu'était la garantie jeune, où il y avait un contrat, bien sûr, et tout à fait suivi et respecté. Là, on sent qu'il y a une volonté de contrôler davantage. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit complètement nécessaire, mais enfin, c'est en tout cas la philosophie de cette nouvelle mesure que de vérifier que le jeune est réellement engagé. Bon, c'est d'ailleurs de le vérifier, c'est logique de le vérifier. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est la mise en œuvre d'une procédure très arrêtée, de premier avertissement, 2e avertissement, 3e avertissement, si on peut dire. Bon, on verra ce que ça donne, c'est un peu particulier. En fait, par rapport à la garantie jeune, il y avait aussi là des pénalités, on va dire, enfin des suspensions d'allocation qui pouvaient être demandées pour certains jeunes, et c'est beaucoup plus lourd en termes de traitement, puisqu'il y avait des passages en commission, il fallait envoyer des courriers en recommandé, 1er courrier, 2e courrier. On avait aussi derrière des procédures, mais qui faisaient que c'était tellement long à se mettre en place que c'était peut-être moins réactif par rapport au fait que le jeune ne respectait pas ses engagements. Le temps que ça arrive, et donc là, peut-être que, bon, je mets un petit bémol par rapport à votre action, peut-être que là, si le jeune tout de suite s'aperçoit qu'en cas de manquement de ses engagements, tout de suite, il y a une réaction, peut-être que de son côté aussi, il y aura plus vite un raccrochement sur le contrat d'engagement. D'accord. Mais bon, après, c'est à voir. Si ça peut être un levier utile à la pédagogie du projet, je pense que c'est très bien. On s'en est servi pour ce qui est des suspensions d'allocation qu'on devait demander, on s'en est servi et quelquefois ça fonctionne. D'accord. Il y a des participants qui ont levé la main. Alors, M. Bay et Virginie Vétivel. Donc, M. Bay d'abord et après Virginie.
Moi, c'est bon. Mon intervention est Ah, finie. d'accord, c'était bon. D'accord, donc c'est Virginie. À toi, Virginie. Vous avez baissé la main alors, monsieur B. Oui, vous pouvez enlever la main. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, Virginie Vétivel de Pôle emploi. Par rapport aux sanctions, les informations effectivement que j'ai eues de mon côté, c'est justement pour être dans la pédagogie, comme vous le disiez, Monsieur Godefroy, voilà, par rapport à cet engagement, on demande vraiment un engagement fort de la part du jeune et du conseiller aussi. En tout cas, chez Pôle emploi, c'est une nouveauté d'avoir cet accompagnement très, très intensif. Donc, il y a un engagement de part et d'autre et ces échelles de sanctions, effectivement, viennent pour comme vous le disiez, Régine, hein, voilà, pour motiver aussi un petit peu et dès le départ, voilà, prendre en compte la motivation du jeune. J'ai par contre une information différente, mais je sais que ce n'était pas encore décidé à ce jour par rapport au 3e manquement. J'ai pas d'informations concernant la suspension des 4 mois de l'art. Pour moi, c'était juste une suppression. Enfin, il ne peut plus participer au SEJ et il n'a plus l'allocation de SEJ. Par contre, l'intérêt, c'est quand même qu'il reste inscrit à Pôle emploi ou à la mission locale et qu'on continue à le suivre, parce que sinon, ça ne ferait plus que du mal et pas du bien aux jeunes, voilà, de l'éjecter tout de suite du dispositif. Donc voilà. Oui, c'est ce qu'on disait, mais c'est évident, même s'ils sortent du SEJ, Pôle emploi comme mission locale, on poursuivra l'accompagnement. Et c'est vrai, Virginie, les informations qu'on a, c'est vraiment pas des informations encore validées. Exactement. Donc, mais ça, on vous informera quand tout sera stabilisé, on enverra les informations. Donc, c'est vraiment avec prudence, on prend toutes ces informations pour le moment avec prudence. Il y a une personne qui a demandé la parole, c'est parce que je suis loin de l'écran, donc je ne vois pas le nom, mais je vous laisse prendre la parole, madame. C'est Madame Jaraskiewicz, ça doit être ça. C'est ça. Le nom était trop long. Excusez-moi. Pas grave, pas grave. Bonjour, Corinne Jaraskiewicz, responsable UTPAS, adjointe au Bourdin-la-Bassée. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas trop bien suivi la visio parce que je suis occupée de plusieurs choses en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Une question par rapport au EVA. Nous, au niveau du département, on a un dispositif qui s'appelle EVA, Entrée dans la vie autonome, pour les jeunes qui ont été accueillis dans les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de leur majorité jusque leurs 21 ans. Donc, ils ont un référent qui les suit et on essaie effectivement de travailler leur insertion puisque à 21 ans, ils doivent être complètement autonomes. Est-ce qu'on pourrait, ces jeunes-là, vous les renvoyer dans ce dispositif? De toute façon, au niveau allocation, ça ne marchera pas parce que l'allocation EVA est de 565 €, donc elle est plus importante que votre allocation que vous proposez, mais ça pourrait permettre de donner à ces jeunes un petit coup de pouce au niveau de l'accompagnement que la mission locale pourrait porter. Alors, bien sûr, on ne demande que ça. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Et par contre, j'ai un petit bémol par rapport à l'allocation, il faudra vérifier, mais on vérifiera et on vous fera on transmettre la réponse, mais je ne sais pas si l'allocation EVA sera déductible, parce qu'il y a des allocations qui n'apparaissent pas dans la liste et donc peut-être qui ne seront pas déductibles. Comme c'était actuellement le cas pour l'allocation garantie jeune. Après, il y avait une position du département de moduler cette allocation EVA, mais dans le décret garantie jeune, il n'y avait rien. Alors, c'est vrai que quand on avait une garantie jeune, parce que la garantie jeune était moins élevée que le EVA, donc moi, je faisais un différentiel. Voilà. Après, je sais qu'au niveau du département, quand le jeune est sur l'emploi, on peut lui laisser son EVA pendant plus, ce qui bénéficie de son insertion pendant 1 ou 2 mois, de façon à lui permettre effectivement, je ne sais pas, d'acheter le nécessaire, ne serait-ce que des tenues, des chaussures de sécurité, voilà, la mobilité, des choses comme ça, quoi. Donc effectivement, vous nous tenez au courant. Oui, on tient au courant. Et on peut avoir la slide, ce que vous avez… Oui, bien sûr, on va vous le diffuser et on refera des informations à votre demande. On peut venir présenter, on va décliner ces informations dans les comités locaux d'obligation de formation.
dans les GSE, enfin dans tous les groupes partenariaux où on est, bien sûr. Et on va vous tenir évidemment informés au fur et à mesure. Ok, merci. Notamment Régine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole, des questions. Sinon, je passe la parole à Marc pour présenter peut-être. Si vous voulez, je crois que vous pouvez s'interroger sur l'opportunité de se réunir en n'ayant pas encore toutes les informations. Et en fait, notre souci, c'est précisément de se mettre, dès la naissance des informations, en position de se mettre en formation opérationnelle et en coopération approfondie. Hein, parce que on voit bien que, d'une part, les circuits d'information seront nécessaires, donc le fait que vous soyez inscrit, qu'on puisse vous envoyer les informations en bonne et due forme sur le territoire au bon moment, c'est une nécessité. Alors, c'est vrai que la question même de Madame Jaraklievitch, c'est bien ça, ah, vous avez vu, hein, je suis fort, montre qu'il y a absolument une nécessité de coordination opérationnelle et d'instances permanentes de concertation sur la montée en charge des offres qui sont faites aux jeunes dans notre territoire. Et donc, c'est un peu l'objet de la slide suivante là, qui montre, si on peut la présenter, Barbara, voilà, qui montre quelle est notre proposition et ce dont nous pensons être notre mission, hein, puisque les missions locales ont été fondées pour précisément développer sur les territoires la coordination de la montée en puissance des possibilités d'accès à l'autonomie pour les jeunes, hein, d'accès à l'autonomie, d'accès à l'emploi, et de coordination des ressources à la fois en matière d'emploi, en matière de formation et en matière de vie sociale qui peuvent être utiles aux jeunes à un moment de leur entrée dans la vie active et dans la vie adulte. Donc, par rapport à ce CEJ, comme le disait tout à l'heure Barbara, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment d'éviter de se retrouver dans des situations qu'on a pu connaître où les opérateurs du contrat d'engagement jeune, qui peuvent être divers, hein, ou qui pourront être divers, on ne sait pas encore lesquels ils seront, que ces opérateurs se mettent en mouvement de façon désordonnée et de façon concurrente. Et donc, ce que nous proposons, c'est vraiment d'organiser ce territoire avec, comme vous le voyez là, on peut peut-être le mettre en plus grand écran. Je vais essayer, Marc, je ne suis pas très... peut-être en plein écran. Il est en haut à droite, non? Oui, là, à droite, tout à droite. Bon, baissez-le, par contre, baissez un petit peu le zoom en bas à droite. En bas à droite, vous avez un zoom. Oui, là, ça, c'est plein écran. Et vous avez un zoom, baissez-le un peu pour qu'on voit toute la. Baissez-le un peu, oui. Voilà. Un peu plus gros quand même. Oh, excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste. On a l'impression de naviguer sur un bateau. Je ne sais pas, là, ça vous va? Bon, écoutez, je pense en tout cas, on voit toute la slide. Et ça permet de montrer qu'il y a, en gros, dans cette plateforme territoriale que nous proposons de mettre en place, un peu trois types d'acteurs. D'une part, les acteurs qui sont réalisateurs de l'accompagnement des jeunes, donc à la fois prescripteurs et réalisateurs de l'accompagnement des jeunes dans la notion de référent unique. Alors, il y a évidemment la mission locale, il y a évidemment Pôle emploi, qui sont déjà identifiés, et comme vous le voyez dans un rond qui est en bas sur la gauche, là, d'autres opérateurs qui seront peut-être, je dis qu'ils seront peut-être parce que pour l'instant, les informations sont vraiment
bas bruit, qui seront peut-être agréés pour réaliser des contrats d'engagement jeunes et donc du suivi des jeunes dans son contrat d'engagement. Donc là, il nous semble qu'il est nécessaire, au même titre que ce qui s'est passé, par exemple, et Barbara pourra le préciser, dans le cadre de l'obligation de formation, de mettre en place les dispositifs de coordination, d'identification des publics, d'actions communes ou complémentaires, de parcours intégrés que les différents opérateurs de l'engagement pourront déployer sur le territoire. On a des partenaires plutôt en haut à droite de ce schéma qui sont des ressources pour les parcours d'engagement du jeune, et on va retrouver dans ces ressources les organismes de formation, l'apprentissage, les chambres des métiers, les écoles de la deuxième chance dont on parlait tout à l'heure, les épis de l'AFPA, donc partenaires susceptibles de déployer des actions spécifiques ou de droit commun auxquels peuvent accéder les jeunes en contrat d'engagement. Et puis, il y a en bas du schéma tous ceux qui pourront contribuer à apporter des réponses aux jeunes dans le domaine notamment socio-éducatif, dans le domaine du social, de la santé, dans le domaine spécifique des travailleurs handicapés, dans le domaine du logement, puisque le suivi que nous avons fait dans le cadre de la garantie jeune, qui est fait de façon globale par la mission locale, montre que la multiplicité des problèmes à résoudre pour les jeunes à ce moment-là nécessite des ressources d'opérateurs ou d'acteurs locaux qui savent apporter des réponses dans ces domaines, ou de la mobilité, ou de la santé, ou du logement, etc. Donc, trois types d'acteurs, et nous pensons nécessaire de mettre en place cette coordination territoriale durable. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'une première initiative visant à monter le décor de cette coordination territoriale, et que dans les semaines qui viennent, nous reprendrons les initiatives nécessaires pour mettre en œuvre cette coordination territoriale et faire vivre les différentes lieux de coordination et de co-repérage et de suivi des jeunes qui peuvent être nécessaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que, par rapport aux collègues élus, vous avez pu voir dans des précédents appels d'offres ou des précédentes, notamment les programmes d'investissement d'avenir, etc., bon, des opérateurs divers viennent dans les mairies dire, voilà, moi j'ai une offre, j'ai besoin des jeunes, quoi. Bon. Ce que nous voulons éviter, c'est précisément cette espèce de marché de l'insertion dans lequel les offreurs viennent offrir leurs services aux mairies de façon désordonnée, aux mairies ou bien aux organismes divers qui s'occupent de jeunesse. Et cette offre désordonnée conduise les jeunes finalement à papillonner un peu dans différentes solutions sans être guidés par un processus de territoire un petit peu harmonisé, coordonné, et qui garantisse que chacun a une réponse réelle à son propre besoin et que l'ensemble des acteurs participent à la réponse réelle aux besoins des jeunes, de façon à ce qu'on soit vraiment dans une notion un peu de service public de territoire de l'accès des jeunes à ces solutions. C'est peut-être un peu ambitieux, mais l'expérience qu'on en a dans le cadre par exemple, de l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans montre que c'est tout à fait possible pour peu que les acteurs s'organisent dans ce sens et acceptent, j'allais dire, de partager avec les autres acteurs les conditions dans lesquelles ils mènent leur propre action. Voilà ce qu'on voulait dire. Je ne sais pas si Barbara, vous voulez le préciser aussi. Non, enfin juste préciser qu'il y a déjà des instances où on travaille ensemble. Avec le service public d'emploi, enfin avec Pôle emploi, on a des
des lieux de concertation, de travail en commun, à la fois mensuel et puis trimestriel, et de l'expérience qu'on tire de la mise en place de l'accompagnement intensif des jeunes à Pôle emploi et de la garantie jeune, on a réussi à se coordonner. Enfin, voilà, je pense que les jeunes ont été orientés vers le bon service, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, enfin, moi, je suis assez confiante sur ce sujet, même si on peut encore s'améliorer. Après, comme vous le disiez, dans le cadre de l'obligation de formation, on a créé des instances vraiment de travail en commun avec les partenaires locaux, et ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur ces lieux. Et puis, on a des partenariats de toute façon qui existent déjà. Donc là, on se rapproche, par exemple, au niveau métropole, l'ensemble des missions locales est en train de réfléchir à comment travailler aussi avec le 2C, ce sera avec la Chambre des métiers, enfin voilà. Donc tout se met en route. Voilà, juste veux dire. En précisant, j'ai oublié de le faire et vous aussi, c'est que dans notre territoire est assez vaste, hein, entre la Bassée, Austricourt, Templeuve et Zen. il y a quand même des distances assez grandes, mais la mission locale est organisée en 9 antennes et en je ne sais plus combien de lieux d'accueil. Donc, on a tout à fait la possibilité de mener à bien, merci, de mener à bien ces concertations dans des dimensions géographiques adaptées. Alors, certains d'entre vous sont concernés par plusieurs antennes, mais certains d'entre vous ne sont concernés que par une antenne. Et du coup, cette logique de coordination à l'échelle des antennes, Barbara, vous me corrigez si je me trompe, hein, mais je pense que chacun des responsables Oui. a pu déployer une mode de coopération dans la proximité, parce que l'un des enjeux aussi de ce dispositif, c'est qu'il touche les jeunes à la proximité. On parle beaucoup de aller vers, c'est-à-dire d'aller chercher les jeunes là où ils se trouvent et quelquefois bien éloignés de nos institutions diverses. Et donc, le principe des antennes avec des coordinations très locales permet quand même de repérer des jeunes qui sinon resteraient dans l'anonymat. Donc, je pense que là, il y a une ressource qui peut être utilisée, qui a déjà été utilisée dans le cadre de l'obligation de formation et qui peut être déployée à propos de ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des propositions, oui, peut-être Mme Cloart de l'État qui oui, parmi nous. Oui, bonjour. Non, écoutez, moi, je vais simplement dire que moi, j'approuve complètement à titre personnel cette initiative de réunion. Avant, comme vous le disiez bien, il y a plein de choses qui ne sont pas encore fiabilisées, plein d'inconnus. Maintenant, je partageais votre crainte, hein, à vrai dire, sur ce dispositif, qu'on fasse un bis repetita des écueils qu'on a pu rencontrer avec l'IEJ et d'un phénomène de concurrence, etc. Et donc, je partage aussi le souci d'une coordination territoriale. Maintenant, je sais qu'au niveau national, les missions locales, effectivement, se sont positionnées pour proposer d'endosser cette coordination territoriale. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira dans les textes, dans l'instruction. Je ne sais pas si les choses seront beaucoup ou peu cadré là-dessus sur cette coordination territoriale. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la réunion et l'initiative que vous avez prise aujourd'hui n'est pas du tout perdue parce qu'il s'agit effectivement de vous mettre en ordre de marche tous ensemble et d'une manière partenariale. Et donc, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà. Voilà. Pour précision, Madame Cloart, ça appartient donc à la direction départementale de l'emploi et du travail et des solidarités. Le travail et des solidarités, si je veux dire, Cloart, c'est que les collègues élus ou certains collègues opérationnels ne sont peut-être pas bien situés votre intervention. Donc, notre interlocuteur de l'État pour le travail des missions locales, comme de celui de Pôle emploi d'ailleurs, est la direction départementale de l'emploi. Et je vous remercie vraiment de votre présence. Et pour compléter ce que vous dites, je ne sais pas ce que diront les textes, mais quoi qu'ils disent, on peut sur le territoire décider de s'organiser. Et donc, indépendamment de ce qu'on peut attendre d'un texte national, il en faut quand même, pour dire combien ils vont toucher, par exemple, c'est très important.
Par contre, pour dire comment on va s'organiser pour être efficace sur le territoire, je pense que c'est à nous de le déterminer. Et que cet appel à la coordination que vous avez fait et que nous faisons, ma foi, encore une fois, il s'initialise aujourd'hui et j'espère qu'il prendra corps en toute, finalement, pour le bénéfice de tous, hein, y compris des acteurs qui se trouvent mieux, trouvent plus de sens à leur action quand elle s'inscrit dans un cadre qui a du sens et qui sert le public dans sa globalité. Donc je pense que ça, il faut que nous en décidions nous-mêmes de nous inscrire dans cette coordination territoriale qui sera nécessaire et de l'organiser. En tout cas, merci Mme Cloward pour votre propos. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, y compris sur ce dernier point? Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est le moment de le dire aussi, s'il y a des points de vue différents ou s'il y a des hésitations. Ne repartez pas chez vous avec un ulcère à l'estomac, il faut évidemment exprimer aujourd'hui ce que vous avez envie d'exprimer. Je ne vois pas de main se lever, alors l'écran est quand même trop petit pour voir toutes vos vignettes. Il y a beaucoup de vignettes aussi sans vidéo, donc évidemment on ne peut pas voir vos mains. Je répète que vous avez le droit de lever la main par le biais de la petite chose. Il y a dans la conversation quelques personnes qui doivent nous quitter, et donc je remercie de leur présence, mais précisément, s'il n'y a pas d'autres demandes d'information, comme conclusion, je pense que nous pouvons, d'abord nous avons vos coordonnées, au moins ceux qui sont là aujourd'hui recevront les informations au fur et à mesure qu'elles seront disponibles, n'est-ce pas Barbara? Oui, oui, bien sûr. Et puis, je pense qu'on reprendra l'initiative d'une rencontre de territoire d'ici quelques semaines pour faire le point des nouvelles infos et des premières initiatives qui auront pu être prises pour mettre en place cette coordination. Oui, et puis de toute façon, on va continuer à informer dans tous les lieux partenariaux, les instances, donc on poursuit ce travail d'information. Et vous pouvez venir vers nous hein, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin qu'on intervienne dans vos équipes, vous nous sollicitez. Hein. En particulier les collègues élus maires ou adjoints des communes, hein, sachez que s'il y a besoin dans votre commune de faire le point sur ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. La mission locale l'a déjà proposé souvent, mais continue de le proposer, de venir vous rencontrer pour voir ce qui dans votre commune peut se passer à ce propos, mais aussi à propos de l'insertion des jeunes en général. Donc, n'hésitez pas, c'est vous, les élus, qui avez créé cette mission locale, c'est vous, les élus d'ailleurs, qui la financez, et donc utilisez-la comme un de vos services communaux. Hein. Il faut vraiment considérer que c'est votre ressource pour traiter ces questions. Voilà, bah, écoutez, encore une fois, c'est difficile de faire le point des visages, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole et que donc nous pouvons vous remercier de votre participation, vous libérer et puis vous donner rendez-vous dans quelques semaines, un peu dans les mêmes conditions, peut-être plus en présentiel. Encore que la visio a au moins cet avantage de permettre, sans trop de déplacements, de se réunir tous ensemble. Donc je pense qu'il y aura un mix entre des visios et puis des réunions plus locales de coordination par antenne. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir.